Voilà. Alors, bon, je relis pas tout, hein, je vais essayer de faire ça en diagonale. Donc, lorsqu'on a une fonction, donc représentée par ici la courbe rouge, si on a deux points A et B, l'exercice qu'on vient de traiter, A et B, bon, vous avez une droite qui passe par ces points A et B, et en fait, le calcul du coefficient directeur de cette droite-là, c'est ce qu'on va appeler donc le taux de variation. C'est-à-dire qu'ici, on appelle taux de variation de f entre A et B, donc entre A et B. Donc si on vous dit calculer le taux de variation entre 0h et 1h30, ben vous allez devoir faire quoi? La différence des ordonnées sur la différence des abscisses des points A et B. Ça, c'est quoi? C'est un coefficient dit. Donc, rien de nouveau, si ce n'est que là, on va pas vous dire calculer le coefficient directeur, on va dire calculer le taux de variation. Donc vous, il faut que vous pensiez à coefficient directeur, qui a été rappelé ici dans la définition. Ici, vous pouvez le surligner pour vous en souvenir. Coefficient directeur. Donc je remonte. Là, vous avez... Ça me fait plaisir. J'avais pas vu en détail le cours. Ça me fait plaisir parce qu'ils reprennent les notations dont je vous ai parlé, notamment le delta Y sur le delta X. Ce qui veut dire différence des Y sur la différence des abscisses. Donc ici, petit exemple, c'est l'exemple qui est, alors pas tout à fait celui-ci, mais cette fonction ici était aussi une fonction du troisième degré. Ici, on prend la fonction la plus simple du troisième degré, c'est la fonction cubique. Comme il existe la fonction carré, x carré, il existe la fonction cubique, c'est x au cube. Ici, ils sont en train de calculer le taux de variation entre 1 et 3. Hein, entre 1 et 3. Donc, ça veut dire qu'ici, vous prenez votre calculatrice. Je vais vous apprendre, enfin, je vais pas vous apprendre quelque chose. Ah ben non, je vais même pas pouvoir le faire parce que là c'est pas la tangente. Donc autant pour moi. Mais vous prenez votre calculatrice pour avoir une représentation graphique de votre fonction cubique. Pour visualiser qu'est-ce que ça veut dire. Alors moi je vais pas utiliser la calculatrice, je vais utiliser GeoGebra qui permet d'avoir une meilleure vision. Hein, mais vous avez que votre calculatrice. Hein. Puisque moi c'est destiné à mettre sur la chaîne, donc ça sera peut-être plus simple pour... Donc vous tracez la courbe de votre fonction cubique. Alors GeoGebra, où est-ce que je l'ai planqué? Là. Ici. Donc c'est une courbe qui est très caractéristique, qui a une forme... alors donc c'est une fonction qui est strictement croissante. Hein, et il y a un endroit particulier où la courbe passe par l'origine et où il y a ce qu'on appelle un point d'inflexion, c'est-à-dire la courbure de la courbe s'inverse. Et c'est une fonction qui est symétrique. On dit que la fonction est impaire parce qu'il existe une symétrie centrale. Voilà. Donc ça c'était pour résumer grosso modo le cours sur la fonction cubique. Chose que vous n'avez pas eu en seconde, hein, on n'a pas étudié cette fonction-là, mais là ça peut être l'occasion. Menu graphique. Parce que j'ai demandé de dessiner la courbe. Donc c'est le menu graphique, c'est le graphe. Oui. En fait, en contrôle, j'avais mis, vous savez, je crois qu'en règle mal pour la perspective. Après, quand on veut mettre une courbe, ça met erreur plage. Alors, erreur plage, ça veut dire que tu as soit mis le Y max, enfin le X max et le X mini à la même valeur. Donc du coup, il est en train de te dire,
Là, il y a un problème parce que tu me demandes d'afficher sur quelque chose de physique qui a 5 cm de large, quelque chose qui vaut 0. Alors, il peut pas. Donc, du coup, tu vérifies dans ton VWindows. Et non, mais donc, tu fais exit, et ensuite, tu vas dans VWindows. Et dans VWindows, tu regardes Xmax et Xmin. Bah, viens voir. Donc là, tu vas dans VWindows, là, ici. Fais-le parce que VWindows. Ah, ok, oui, ok. Et là, tu as mis Xmin 100 et Xmax 100. Donc ça va pas. L'intervalle sur lequel tu veux représenter la courbe, il est de 0. Donc là, tu fais STD. Tu appuies sur la touche STD quand tu es sur Windows, ce qui veut dire affichage standard. Oui, d'accord. Et du coup, ça te règle la machine automatiquement, centré sur le repère, moins 10, 10, 10, moins 10, 10. Merci. Voilà. Donc là, on vous dit de calculer, enfin, c'est pas, on vous dit, c'est dans l'exemple, on vous dit que, non, c'est partie court, qu'on calcule le taux de variation entre 1 et 3, c'est-à-dire qu'ici, on a oui, dans le, qui c'est qui me parle? Bah, si je comprends pas pourquoi dans la feuille d'exercice de cours, on trouve 27. On trouve 27 où? Dans l'exemple. On va revoir ça. Pour l'instant, là, j'ai pas la feuille de cours sous les yeux, donc je répondrai à ta question. Donc, c'était entre 1 et 3. Donc, le point A pour abscisse 1. Et pour ordonnée, ben, je m'embête pas, je mets l'image de 1. Voilà. Donc, du coup, le point A, alors vous pouvez pas le faire avec la calculatrice, hein. Mais le point A, il se situe, il a pour coordonnée 1, 1. Ensuite, le point B, il a pour abscisse 3. Et pour ordonner, ben, l'image de 3 par la fonction f. C'est-à-dire, normalement, 3 au cube. Or, 3 au cube, ça fait 27. Parce que 3 fois 3, 9 fois 3, 27. Hein, 3 fois 9, 27. Donc ici, je ne vois pas mon point B parce que 27, je ne l'avais pas. Et maintenant, je le vois. Donc éventuellement, ici, afficher l'étiquette. Afficher l'étiquette. Donc qu'est-ce qu'on veut? On veut connaître le taux de variation entre 1 et 3, c'est-à-dire en fait le coefficient directeur, entre le coefficient directeur de la droite AB. D'accord? Or, l'avantage de GeoGebra, c'est que je peux lui demander le coefficient directeur de la droite AB, il va me le donner. Donc normalement, si mes souvenirs sont bons, ça doit être, et c'est pas là, mon souvenir était pas bon. Alors, il est là, voilà. Regardez ici dans GeoGebra, quand je vous disais coefficient directeur, le coefficient directeur, c'est la pente d'une droite. Et ici, dans GeoGebra, il ne parle pas de coefficient directeur, il parle de pente. C'est pour ça que c'est important de connaître le vocabulaire. Donc, la pente de quoi? De cette droite. Ici, il me dit que le coefficient directeur est égal à 13. Donc, le taux de variation est de 13. Donc là, si on reprend le calcul, le 27, c'est tout simplement l'image de 3 par la fonction f, f étant la fonction cubique, ça fait 3 au cube. 3 au cube, ça fait 27. Moins 1, ça fait 26.
divisé par 3 moins 1, ça fait 2. Donc 26 divisé par 2, ça fait bien 13. C'est bon? Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si je me déplace d'une unité horizontale, je vais me déplacer en hauteur de 13 unités verticalement. C'est ça un taux de variation. Donc si par exemple, ici l'échelle en abscisse, c'est le temps. Que veut dire un taux de variation de 13? Et admettons qu'ici on a le temps et ici on a des milliers de bactéries. Ben, on vous dit que finalement, ici, entre 1 heure et 3 heures, pas du matin, les bactéries ont évolué de 13 milliers de bactéries en 1 heure. C'est ça un taux de variation. Un taux de variation, ça vous permet de vous rendre compte de la vitesse à laquelle un phénomène va évoluer. D'accord? Sur un point donné. Donc là, évidemment, on a pris une fourchette de 2 heures, parce qu'on voulait savoir quel est le taux de variation. Mais rappelez-vous, ici 13 veut dire qu'en une unité horizontale, on s'élève de 13 unités verticalement. Donc là, ici, si j'ai le temps, c'est en 1 heure, je me lève de 13 unités. Si l'unité, c'est des milliers de bactéries, ben je m'élève de 13 milliers de bactéries. En 1 heure, à partir de 1 heure, en 1 heure, toutes les heures, il y aura 13 milliers de bactéries qui vont augmenter. D'accord? Donc ici, on utilise la notation delta Y sur delta X hein, pour la discipline de physique. Vous verrez hein, si en physique vous l'utilisez, mais moi je l'utilise en maths. Et j'ai fait de la physique aussi, hein, donc c'est normal qu'on utilise cette notation aussi. Et cette notation-là est importante, on verra peut-être plus tard quand on parlera de dérivation de fonctions. Je vous avais dit, le delta veut dire aussi un petit temps, enfin un petit déplacement sur un petit peu de temps. Donc ensuite, propriété, soit f une fonction affine définie par R sur R par mx plus p, donc ça on a revu. Hein, le taux de variation entre deux nombres distincts et constants est égal à m. Donc si vous avez une droite dont on vous donne l'équation, bah, tout simplement déterminer le taux de variation, c'est prendre le coefficient directeur de cette droite. Il n'y a rien de nouveau, puisque tout à l'heure on vous disait que en fait un taux de variation c'était un coefficient directeur. Voilà. Donc si f est croissant sur i, alors le taux de variation est positif, hein, puisque si le taux de variation est croissant, ça veut dire que ma droite elle monte de gauche à droite. Si ma droite monte de gauche à droite, ça veut dire que mon coefficient directeur est positif. Par contre, quand le taux quand f est décroissante, hein, la fonction est décroissante, on va avoir un taux de variation qui va être décroissant aussi, et tout simplement parce que le coefficient directeur de la droite va être négatif. Donc un taux de variation peut être positif ou négatif. On peut très bien avoir pendant 1 heure une baisse de 13 milliers de bactéries, c'est-à-dire qu'on est en train de tuer les bactéries. D'ailleurs pour info, j'ai fait un exercice il y a une dizaine d'années à des élèves de S, où on travaillait sur justement des bactéries, où on mettait un fongicide sur des bactéries. Le réflexe des bactéries, comme tout élément vivant, qui sont amenés à disparaître, qu'est-ce qu'on fait si on est amené à disparaître? Ben, une, on se défend, et deux, pour éviter l'extinction de notre espèce, et ben on fait des bébés. Ben, les bactéries, quand on les agresse, le premier réflexe qu'ils ont, c'est de se multiplier pour survivre. Sauf que si notre fongicide est bon, la croissance va pas être longue. Après, il y a une décroissance, voire une élimination des bactéries.
Ben voilà, bon, on a fini. Alors, on a fini. Il y avait un contre-exemple. Quoi, un contre-exemple? Ah oui, oui, pardon. Celui-ci là? Alors, le taux de variation. Le taux de variation de la fonction affine f, bon, donc on a une fonction affine, 3x moins 1, donc le taux de variation il est de 3. D'accord? Bon, pour l'instant, il n'y a pas de souci. En effet, pour tout réel A et B distincts, on a f de B moins f de A sur B moins A. Donc ça, pas de souci. D'accord? Ici, donc on vous met 3B moins 1, tout simplement parce que B, c'est la valeur de x. Ici, quand on calcule le taux de variation, on a un repère, on a une courbe, ici, et ici, on veut connaître le taux de variation entre ce nombre-là, A, et ce nombre-là, B. Donc, grosso modo, vous, c'est le quotient directeur de quoi? Ben, de la droite qui passe par A et B, d'accord? Mais vous, c'est bien entre A et B. Donc ici, j'ai l'image de A, et ici, j'ai l'image de B, par la fonction. Mais c'est aussi l'image de A, l'image de B, c'est aussi l'image de A par ma fonction affine, c'est-à-dire l'équation de ma droite. Hein, on est d'accord? Le point qui est ici, il appartient à la fois à ma droite et à ma courbe de ma fonction. Hein, ce point-là, il appartient également à ma droite et à la courbe de la fonction. Donc quand on connaît la droite, une droite, d'accord, ça peut être une fonction, bah, de toute façon le taux de variation d'une fonction affine, ce sera toujours son coefficient directeur. Donc parce que en fait, si on veut tracer une droite entre le point A et B qui appartient à une droite, bah, c'est en fait la droite qui est représentative de la fonction. Donc ça veut dire que là, ce qu'on est en train de vous dire, c'est que le taux de variation d'une fonction qui serait une fonction affine, bah, c'est toujours le coefficient directeur de cette fonction affine. Donc ici, 3b moins 1, c'est le calcul de l'image de B. Donc ça, c'est f de B. On remplace x par la valeur de B. Ici, moins quoi? Ben, l'image de A, ben, on remplace x par A, la valeur de A. D'accord? B moins A, ça va jusqu'à présent? Ensuite, c'est peut-être là que vous avez du mal, c'est peut-être la notion de factorisation. C'est-à-dire qu'ici, ils ont fait plein de calculs intermédiaires. Donc, ça veut dire qu'ici, il y a 3B. Ensuite, on a moins 1. Ici, on a moins 3A. Hein, moins, je distribue mon moins. Donc, ou l'opposé de 3A, ça donne moins 3A. Donc, j'ai 3B moins 3A, 3B moins 3A. Ici, j'avais moins 1. Et ensuite, ici, j'ai l'opposé de moins 1. L'opposé de moins 1, c'est plus 1. Donc, moins 1 plus 1, ça fait 0. Qu'est-ce qui reste? Il reste donc 3B moins 1. Ensuite, on factorise par 3. Donc, ici, je factorise par 3. Donc, du coup, ici, j'ai B moins A. Si on redistribue, ça fait 3 fois B, ça donne bien 3B. Et 3 fois moins A, ça donne bien moins 3A. Donc, ma factorisation est bonne. Là, on les met pas les parenthèses, mais admettons qu'on ait une parenthèse. Ici, il y a simplification possible. J'ai B moins A divisé par B moins A, ça donne 1. Et 1 fois 3, ça donne 3. D'accord? Donc, si vous aviez une fonction ou quelque chose qui varie de façon constante, varier de façon constante, ça veut dire qu'à n'importe quel moment, la variation va être la même. Donc, ça veut dire qu'en fait, vous avez une fonction qui est une droite. Hein? À ce moment-là, bah, le taux de variation sera toujours égal au quotient directeur de cette fonction. C'est le cas particulier de la fonction qui serait une fonction affine. Oui.
Ah oui, il n'y avait pas de calcul à faire. Là, c'est juste vous démontrer ce qu'ils ont mis dans la définition. C'est-à-dire que le taux de variation d'une fonction affine, c'est son coefficient directeur. Démonstration, ben ici on le voit bien. Ici on obtient bien 3, et 3 c'est bien le coefficient directeur. Donc du coup, quand vous avez une fonction affine, vous vous amusez pas à calculer le taux de variation, vous dites que c'est une fonction affine, donc le taux de variation est constant, il est égal à 3, lié au coefficient directeur. Voilà, on passe aux exercices. Vous connaissez tout. Donc, exercice. Voilà. Donc, le premier exercice. Pendant ce temps-là, je vous distribue vos devoirs qui sont excellents. Donc, tant mieux. D'accord. Après, voilà, ça peut être un travail en groupe, etc. Il faut que, évidemment, pour ceux qui se sont fait aider, que vous puissiez vous approprier ce que vous avez fait en groupe ou que vous avez recopié bêtement. Mais j'ai pas vu de grosses erreurs. Comme les notes sont bonnes, il n'y a pas d'erreur, donc c'est difficile de voir qui a copié sur qui quand tout est bon. C'est quand il y a des fautes et qu'on recopie les fautes, là on se dit c'est ballot parce que la faute on aurait pu l'éviter si vous aviez vérifié un calcul, etc. Moi ça me gêne pas, devoir maison, ça vous remonte vos moyennes, tant mieux. Mais sachez que c'est pas vital ce devoir maison et que c'est pas. Alors actuellement votre devoir maison il vous a fait remonter votre moyenne énormément pour certains, tant mieux. Mais n'oubliez pas que c'est le devoir coefficient 3 qui va venir, qui va faire votre moyenne. C'est-à-dire que là, si vous avez eu 19, vous avez peut-être augmenté de 5 points pour ceux qui étaient à 4 de moyenne, etc. D'accord? Mais si vous avez, après une note entre 0 et 5 au prochain devoir, parce que vous avez fait que de recopier la copie de votre voisin, et que vous n'avez pas retravaillé entre-temps, de toute façon, ça va être la gamelle. Votre moyenne va rebaisser. Donc, pensez pas que votre devoir maison va faire la moyenne à la fin du trimestre. Donc, faites-moi plaisir pour ceux qui se sont fait beaucoup aider. Travaillez pour que vous puissiez avoir une bonne note et que vous ayez une bonne moyenne. D'autant plus qu'on sait pas si on va être confiné, pas confiné, etc. Donc ça peut être, grosso modo, le prochain devoir, ça peut être votre dernière note du trimestre. De toute façon, le trimestre, il se finit à partir du moment où les vacances de février sont arrivées. Hein. Donc, oui. Je vous rappelle que le premier trimestre, il commence dès le 23 novembre. Donc ça fait déjà 2 mois qu'on. Donc les conseils de classe, ils vont avoir lieu après les vacances de février. Voilà, donc je vous laisse travailler là-dessus. J'espère pas qu'on s'appelle. Là j'ai entendu qu'il y avait des fuites et tout ça, que en fait il y aurait un confinement comme en avril, sauf pour les scolaires. Donc, alors les scolaires, les petits enfants. Les petits enfants, ils peuvent pas se garder tout seuls. Vous comprenez? Donc il faut que les enseignants fassent garderie pour que les parents puissent aller travailler. Et s'il y a confinement, normalement ils sont pas seuls à aller travailler. Je sais pas. Donc, on entend tout et n'importe quoi. Donc là on a de A à 40. Bastien. Alors, Bastien, Bois, je sais pas. Alexandre. Esteban. Maintenant, il y a des semaines à travailler. Justine. Héloïse. Non.
Arthur. Camille. Eva. Amélia. Aude. Céleste. Clément. Elisa. Et Bastien. Alors, je garde ta copie, c'est juste pour commenter. Au niveau du barème, vous verrez dans l'encadré que vous avez fait, dans le cartouche que vous avez fait, vous avez deux notes. Vous avez un plus 1, plus 1. D'accord? Et à côté du plus 1, des fois, vous avez moins 0,25, 0,25. En fait, là, ce que j'ai fait, plutôt que d'enlever à chaque fois que je vois une erreur d'écriture de mathématiques, vous enlevez à chaque fois un quart de point. Donc à chaque fois que vous faites une erreur, moins un quart, moins un quart, moins un quart, moins un quart. J'ai décidé que quand vous faites toujours cette faute-là, tout dans la copie, je vais dire que c'est un quart de point. Ça veut dire que si vous voulez avoir 20, vous ne devez pas commettre deux fautes d'écriture. Pour ceux qui disent, ah, j'ai eu 19,5, où elle est ma faute? Tout est bon. Donc, je valorise ceux qui écrivent correctement les mathématiques. Donc, la première note au-dessus, c'est l'écriture mathématique. Donc, vous regarderez si j'ai mis des points d'interrogation, si j'ai mis, voilà, si vous mettez des égales toujours avec rien à gauche, si vous encadrez uniquement le égal 13, etc., etc. Tous les conseils que je vous donne à chaque fois sur vos copies, et que vous appliquez toujours pas, ou mal appliquez, ben j'enlève les points. Ensuite, la deuxième note, 1, moins. Donc, potentiellement, le 1, quand je mets 1, ça veut dire que tout le monde, potentiellement, a 2 points de plus sur sa copie. D'accord? Donc, plus 1 pour le deuxième, c'est tout simplement la présentation de votre copie. Donc, est-ce que c'est dégueulasse, pas dégueulasse? Il y en a, c'est plutôt des torchons que un devoir maison. Est-ce que les copies sont agrafées, comme je vous conseille à chaque fois? Est-ce que vous surlignez correctement les deux membres de l'égalité? C'est-à-dire, si vous cherchez P de A, vous surlignez et le résultat qui est à 2 km plus loin, ou vous surlignez uniquement le résultat, ce qui fait que moi, mon œil s'attire sur quoi? Sur 13, enfin, où là, c'est les probabilités, donc 0,7. Ouais, et alors, 0,7 est souligné. Vous demandez de dire quoi? Ah oui, derrière le bout. Ah ouais, alors ça, c'est P de A. Okay. Si vous m'attirez l'œil sur P de A 0,7, ben je dis P de A 0,7. Ça facilite la correction. Détail, alors détail, ça veut dire que tu n'as pas détaillé tes calculs. Ah oui, ouais, le truc, je vais vite, c'est la probabilité de B sachant A. Et c'est une conclusion. Donc une conclusion, elle doit être littérale et vous devez expliquer. Donc tout le monde doit pouvoir comprendre ce que vous dites dans la conclusion. Si à chaque fois il faut se dire, ah ouais, A c'est quoi? Ah ouais, plus haut, A ouais, c'est ce truc-là. AB, mince, B, c'est ce truc-là. Donc si vous dites tout simplement la probabilité de tirer un 6, sachant que j'ai déjà tiré un 3 et de 70%, on n'a pas besoin de se souvenir que A c'est ça et B c'est ça. Voilà, juste ça. Donc là tu perds un quart de point, voilà. La prochaine fois, tu sauras que je veux la phrase et pas le truc de feignant. Enfin, pas le feignant, mais le truc pratique où on parle de A et de B, c'est pas forcément un truc de feignant, mais c'est quand même un truc. De toute façon, le truc de maths, de désigner des lettres et tout ça, c'est un truc de feignant, hein, pour éviter d'écrire toujours la même chose. Voilà. Mais dans une conclusion, pensez que la conclusion, elle doit s'adresser à n'importe qui, pas forcément à prof. Comme la conclusion de votre rapport, etc. Vous avez fait peut-être plein de calculs en entreprise, et tout ça, des dessins, des programmes, etc. La conclusion, elle doit pas être technique, elle doit parler technique. C'est un peu technique, mais voilà. Donc à chaque fois, j'essaierai de respecter ça, c'est-à-dire que potentiellement,
vous êtes noté sur 20, mais il y aura 1 ou 2 points sur l'écriture mathématique, etc. C'est-à-dire que si vous écrivez mal, si vous présentez mal, vous n'aurez jamais 20. N. Des fois, j'ai fait un truc de feignant. A.N en majuscule de dire application numérique. D'autant plus qu'on est en devoir. Alors, je peux comprendre dans un devoir surveillé, justement, vous n'avez pas le temps de faire la phrase en entier, donc vous êtes B sachant A. Voilà, bon bah tu as tous les choix là parce que tu veux finir ton devoir, donc tu feras un quart de point, tu auras peut-être 19 ou 20, mais au moins tu auras fait ton devoir. Donc ça peut être un bon calcul de parler comme ça. Maintenant pour ceux qui écrivent vite ou qui n'ont pas l'habitude ou qui sont succincts, il y en a qui m'ont fait toute une page de calcul pour l'arbre. Hein. Il y en a qui m'ont détaillé les calculs sur la copie en disant des fois que le prof il veuille les détails, bah, je les mets. Tant mieux, mais je ne les voulais pas. Quand on vous dit compléter l'arbre ou faire l'arbre, vous n'êtes pas obligé de détailler vos calculs. D'accord? Donc c'est vrai que du coup, sur un devoir surveillé, vous n'aurez pas le temps d'écrire tous les calculs que vous avez fait pour compléter l'arbre. Non, pas pour un arbre. Quand on vous dit compléter l'arbre ou modéliser par un arbre l'expérience donnée, vous n'avez pas à justifier. Vous mettez vos branches, vous mettez vos probas affectés aux branches, et il n'y a pas besoin de justification. Sauf si on vous demande de justification. Tout simplement parce que là, toi, t'as tiré tes traits et ensuite t'as mis la lettre par-dessus. On fait un trait, on écrit la lettre. Quand on fait l'arbre, on dit j'ai deux possibilités. B, A, et ensuite je vais pas remonter. Toi, t'as fait ton arbre d'abord, et ensuite t'as mis la lettre. Donc on a l'habitude de faire plutôt ça. Oui. Pardon? Oui, pour le tableau. Pour le tableau, vous disiez, si la consigne devait être compléter le tableau. On ne demande pas de faire les calculs, pas forcément. On sait que vous allez les faire. Donc si les résultats sont bons, vous allez faire les calculs. Donc du coup, vous n'êtes pas obligé de faire les calculs. Donc pour compléter un tableau de probabilité, sur votre copie, vous n'êtes pas obligé de faire les calculs. Sauf si on vous spécifie, vous détaillerez tous les calculs qui vous permettent de remplir le tableau. Mais on considère que si vous avez donné les bonnes valeurs, si vous avez fait les calculs. Ah oui, toi tu as fait un tableau de probabilité. Normalement, en fait, sur Internet, c'était le nombre de comme c'était le tableau de répartition. Alors, il faudrait que je me renseigne, mais normalement, le problème de la couleur, je vous ai dit, les E3C qui ont été corrigés l'année dernière, en fait, on fait un scan noir et blanc de votre copie. Et nous, on a devant l'ordinateur le scan de votre copie, c'est-à-dire on a une copie noir et blanc. Ça veut dire que moi, je vous demande de mettre de la couleur et de faire des correspondances, en sachant que, malheureusement, voilà, donc, de toute façon, le surlignement. Alors, pensez à surligner plutôt en jaune, parce que le scan noir et blanc, vous remarquerez des fois dans le corrigé que je vous donne, quand je fais une photocopie, j'ai surligné en violet, on voit que j'ai aperçu de ça de temps en temps. Donc, vous faites attention, on travaillera ça, hein, si vous avez à passer les deux points pour ceux qui vont abandonner les maths. Non, c'est vrai que c'est. Ah, ça bouge. Et n'empêche qu'en terminale, j'espère que vous aurez à passer les épreuves. Donc à ce moment-là,
on vous expliquera qu'à ce moment-là, vous allez habitué à faire les copies de par exemple. Et ce qui n'est pas sympa pour moi pour corriger. Et du coup, vous ne pouvez pas dire voir tableau et voilà, ben, vous direz voir tableau et le prof il se débrouillera pour trouver la valeur. Et ce qui est chiant. Je vais regarder enfin, parce que des fois les questions dans les bouquins, si tu me poses la question, c'est que la question n'est pas suffisamment précise, et c'est vrai que moi je peux l'interpréter comme ça, mais ça peut être interprété autrement par celui qui a pondu le bouquin. Donc je vais regarder dans le livre comment il traite ça. Ouais, c'est ça. Ouais, ils ont tracé la parabole et ils ont tracé les droites. Voilà. Donc j'ai eu une bonne analyse du texte, et parce que je suis prof de maths, du coup j'ai l'habitude. Ouais, on peut le corriger. Je corrige une fois que je vous ai c'est la gauche plus que droite. On reprend l'enregistrement, faire un peu de montage cet après-midi. Non, c'est pas ça. Ah bah non, j'ai enregistré déjà. Bon. Donc j'aurais du montage quand même. Alors. Donc on a une fonction x carré. Donc c'est la fonction carré. Déterminer le taux de variation entre 0 et 1. Donc comme c'est la fonction carré, on fait 0 au carré, moins 1 au carré. Sur 0 moins 1, ça fait moins 1. Donc 0 au carré, ça donne 0. 1 au carré, ça donne 1. Donc on a moins 1.
Et donc du coup on a moins 1 sur moins 1 qui donne 1. Ensuite, c'est entre 1 et 3. Vous remarquerez que je prends vraiment au hasard, je vais dans l'ordre des nombres, mais c'est pas une obligation. D'ailleurs, ce qui aurait été intelligent, c'est de faire l'inverse, parce que du coup, 3 moins 1, c'est plus facile à calculer que 1 moins 3, mais moi, ça me gêne pas. Donc, voilà. Mais pour ceux, ça gêne de faire 1 moins 3, là, vous faites 3 moins 1. Et ici, n'oubliez pas, vous faites f de 3 moins f de 1 à ce moment-là. Donc l'image de 1, on l'a déjà calculé, c'est 1. 1 au carré, ça donne 1. Moins l'image de 3, donc c'est 3 au carré, ça va donner 9. Et 1 moins 3, ça donne moins 2. Donc du coup, on a moins 9 sur moins 2, pardon. Moins 2. Donc soit on laisse 9 demi, ce qui est pas mal parce que du coup, on sait que c'est la différence des ordonnées sur la différence des y. Donc ça veut dire que pour un déplacement de 2, on s'élève de 9. Donc on peut laisser 9 demi. Mais vous avez le droit aussi de mettre 4,5. Ça veut dire que si vous déplacez de 1, vous allez vous élever de 4,5. Oui. Oh là, oh là, oh là. Oh là, oh là, oh là, oh là. Merci. Non, en fait, j'ai fait 3 au carré, je me suis dit que ça faisait 9, j'ai mis mon 9, alors que c'était 1 moins 3 au carré, donc 1 moins 9. 1 moins 9, ça fait moins 8. Donc ensuite, on vous demande d'illustrer ça graphiquement, interpréter graphiquement. Donc vous allez prendre un repère. Alors moi, comme je vais le faire avec mon stylet, ça va être la cata. Je vais prendre comme unité le centimètre. Je vais faire un repère orthonormé, c'est-à-dire que l'unité en abscisse est le même en ordonnée. Sauf qu'attention, je vais devoir placer 9, alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, et c'est mort, ça va pas marcher. Oui? Oui. Parce que je serai dans une salle où normalement il y a l'informatique. Ah, vous la voyez pas? Bah, c'est parce que faut faire ça. Voilà. Un, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. 1. Là, ce sont les X. Là, ce sont les Y. Ou c'est tout simplement f de X. On va mettre f de X. Et f de X égale Y de toute façon. Alors, donc si je trace ma courbe, je sais que 1 au carré, ça donne 1. Que 2 au carré, ça donne 4. Que 3 au carré, ça donne 9. Donc je peux tracer ma courbe. Donc, je vous rappelle que c'est une parabole, donc il faut que ça ressemble à une parabole. On la prolonge. Que mon premier taux de variation était entre 1 et... Non, entre 0 et 1. Donc entre 0 et 1,
Donc c'est entre 0 et 1. Donc le taux de variation c'est quoi? C'est le coefficient directeur de la droite passant par les points d'abscisse 0 et 1. Donc c'est-à-dire ce point-là et ce point-là. Donc on peut tracer une droite de telle sorte qu'à chaque fois que je me déplace de 1, je monte de 1. Donc ici, 1, 1, 1, 1, c'est pour m'aider moi. De toute façon, c'est ma diagonale, donc j'ai pas à m'embêter. Vous devez pas vous embêter, vous passez par la diagonale des carrés. Voilà, donc ça, première droite, coefficient directeur, je me déplace de 1, je monte de 1. Voilà. Et puis ensuite, on a la deuxième droite. Donc, le taux de variation était entre 2 et 3 ou entre 1 et 3? Entre 1 et 3. Donc, ça veut dire que je dois tracer entre 1 et 3, je dois tracer une droite passant par le point d'abscisse 1 et par le point d'abscisse 3. Ah, donc ici, je vais utiliser une autre couleur. Je vais utiliser le vert. Alors là, ça va être plus problématique. Sans règle, c'est compliqué pour faire quelque chose de correct. Je vais partir de là. Waouh, pas mal. Ouais, faut bien se féliciter tout seul quand on y arrive. Voilà. Ça fait toujours du bien. Par contre, en remontant, c'est pas génial. Ah, tiens, il s'est effacé. Il s'est effacé, mon... Voilà. Illustration. Là, donc, si je me déplace de 1, je me lève de 4,5. Je peux... Voilà, je vais tenter le coup, mais je me déplace de 1. 1, 2, 3. Bon, c'est certainement mal fait, parce que du coup, hop, c'est de là. Bon, normalement, je vous ai dit, hein, on se déplace d'un nombre entier pour s'élever d'un nombre entier. Mais ici, si je me déplace de 1, je monte de 4,5. Voilà, c'est pour illustrer ce que j'ai fait comme calcul. C'est bon? Oui? Elle passe ici au point d'abscisse 1 et au point d'abscisse 3. C'est-à-dire le point de coordonnées 1, 1 et le point de coordonnées 3, 9. C'est bon? Alors, pour vendredi, donc on sera en live, nous, ensemble. Vos camarades, eux, seront en présent. D'accord? On continuera les exercices et le cours. On aura le temps de faire un autre chapitre. Par contre, vos camarades, eux, auront le devoir sur les probas mercredi prochain. Et vous l'aurez vendredi. Donc, mercredi prochain, on sera le... Ah bon, on bascule en février, donc... Vous regarderez votre agenda. Vous, la semaine prochaine, vendredi, dès qu'on se revoit, devoir sur les probas. Éventuellement, je dis bien éventuellement, peut-être une question sur le chapitre en cours. Un petit calcul de coefficient directeur ou de taux de variation, un truc comme ça. Peut-être. Je vous le redirai. Hein. Au revoir.
Au revoir. Ah, j'ai pas fait l'appel. Tout le monde était là parce que j'ai distribué toutes les copies. Ça va là, ça suit sur le chapitre? Au revoir. Au revoir. Au revoir.